premier panel de discussion. Je vais vous demander d'accueillir mes intervenants qui vont nous permettre de discuter justement de ces différents challenges face au changement climatique, que ce soit en termes d'innovation de produits d'assurance, que ce soit en termes de prédiction et que ce soit aussi en termes de coopération entre les différents acteurs, que ce soit les compagnies d'assurance, de réassurance et les gouvernements. Je vais vous demander d'accueillir Monsieur Nicolas Baudusseau. Je vais vous demander d'applaudir. Applaudissez-les tous les trois, qui est directeur du département Conseil en prévention et fonds publics à la CCR, qui est le réassureur public français. Venez à côté de moi, Nicolas. Madame Christelle Noca, qui est Business Development Director à Descartes Underwriting. Et enfin, Monsieur Arnaud Chevalier, qui est directeur technique et commercial à Aon Re. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous avez chacun un micro à côté de vous, normalement. Oui, c'est bon? Vous l'avez? Très bien. Vous pouvez me faire un petit essai, un petit bonjour, juste pour que... Bonjour. Allô, allô. Voilà. Bonjour. Tout va bien? Ok, va. super. Bien installé? Alors, on va essayer en 30 minutes d'aborder ce sujet qui est extrêmement large, mais on va essayer d'aller droit au but sur certains points qu'on a choisi de traiter ensemble. Alors, M. Wording l'a dit, hein, le rôle des gouvernements, le rôle de la coopération, justement, est extrêmement important. Les assureurs jouent un rôle extrêmement important, mais ne peuvent pas tout faire tout seuls, et c'est important de voir dans quelle mesure. Et là, on va voir l'exemple français particulièrement, ça va être intéressant, avec vous qui êtes avec moi aujourd'hui. Et je vais aller droit au but en vous posant la question sur est-ce que vous pouvez très brièvement nous présenter le régime d'indemnisation qui existe en France face aux catastrophes naturelles. Et on l'a vécu dans l'actualité très récemment en France avec les inondations. Alors, c'est pas nouveau, mais ça vient de manière différente, ça va de manière plus fréquente, ça vient de manière un peu plus intensive, et ça pose chaque année, lorsque on observe toutes les discussions dans les médias, de quelle manière les assureurs jouent leur rôle, de quelle manière les gouvernements jouent leur rôle. Et donc, comment est-ce qu'aujourd'hui le modèle d'indemnisation français peut permettre de s'adapter, de résister aux changements climatiques et qui vont encore plus s'accélérer dans les années à venir? Merci pour cette question et d'abord merci bien sûr aux organisateurs de m'avoir invité à ce panel. Je suis vraiment ravi d'être parmi vous cet après-midi. Le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, c'est un partenariat public-privé qui est fondé sur la solidarité nationale, c'est-à-dire sur le fait que tout un chacun, tout assuré paye une prime, non pas en fonction de son exposition, mais en fonction de ce que les textes réglementaires et la loi racontent. Et en l'occurrence, les textes réglementaires disent que chaque assuré doit payer 12% de sa prime MRH pour alimenter le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles. Donc il y a un prix qui est fixe, comme ça, par les textes réglementaires. Ce n'est pas la seule caractéristique de ce régime d'indemnisation. Il s'appuie sur l'industrie de l'assurance pour distribuer les contrats, pour gérer les sinistres. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on l'a vu dans quelques aventures du gouvernement. Dans certaines circonstances, il a voulu traiter par lui-même, en complément du système assurantiel, des sinistres qu'il s'est aperçu qu'il ne savait pas faire. Donc on a bien besoin effectivement de l'industrie de l'assurance. Et en même temps, l'intervention des assureurs se fait dans un cadre qui est complètement normé, j'allais dire, avec des franchises qui sont là encore encadrées par la loi, avec un système de déclenchement de la garantie qui se fait lorsqu'il y a un arrêté une déclaration de catastrophe naturelle qui est prise par arrêté interministériel. Et donc tout est un petit peu encadré. La raison pour laquelle ce système est acceptable pour les assureurs, c'est qu'ils ont la capacité de se réassurer auprès du réassureur public CCR. Donc ce n'est pas une obligation, mais ils peuvent le faire. Et de fait, la quasi-totalité du marché se réassure auprès de la Caisse centrale de réassurance qui offre des couvertures proportionnelles, non proportionnelles, avec un stop-loss illimité. Et la CCR dispose de la garantie limitée de l'État. On a donc un régime qui fonctionne comme cela depuis 1982, qui est son origine, qui a plutôt bien fonctionné jusqu'aux années récentes. Jusqu'à 2015, on est dans un système qui indemnise en moyenne 1 milliard d'euros chaque année de dommages, qui a indemnisé depuis qu'il existe plusieurs millions de sinistrés et qui fonctionne plutôt pas mal. À partir de 2015, il y a eu quand même une rupture. Depuis 2016, sur les 8 dernières années, 7 années sur 8, le régime a été déficitaire.
techniquement. C'est-à-dire que les primes ne couvraient plus les sinistres. En raison de quoi? En raison d'une dérive de la sinistralité, mais pas de toute la sinistralité, d'une sinistralité particulière, celle du retrait-gonflement des argiles dont a parlé Florence Lutzmann ce matin. Hein. RGA, oui. Voilà, le RGA qui fissure les maisons avec des coûts moyens qui sont très importants et qui ont entraîné... C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu venir. Hein. Oui, c'est quelque chose absolument qu'on n'avait pas vu venir parce que c'était... Alors la sinistralité était assez importante. Entre 2000 et 2015, elle est de 300 millions d'euros par an. Donc c'est 30% à peu près des indemnisations qui étaient versées, mais depuis 2016, c'est 1 milliard d'euros par an. Donc ça a été multiplié par 3 dans ces dernières années, et on fait face donc à une situation où il y avait besoin de remédier à ça, de venir rééquilibrer le régime, et c'est ce qui a été décidé en fin d'année dernière par le gouvernement, qui a décidé de rehausser le taux de surprime, de le passer de 12 à 20% à partir de 2025 pour venir équilibrer les comptes. C'est une solution de courte durée, mais c'est déjà une solution pour, disons, équilibrer le régime, du moins à court terme. Alors là, c'est à court terme. Bon, ma question, ça va être à moyen et long terme. Et surtout, comment on assure la pérennité de ce système-là alors on leur parle de la France, sur l'ensemble du territoire? Parce que, monsieur, je reprends encore une fois ce que nous a présenté M. Wording, il y a des zones qui sont beaucoup plus exposés que d'autres. Alors là, on parle de la Hollande, mais, et qui vont présenter des risques qui sont, on va dire, tout à fait récurrents et tout à fait fixes, avec des disparités en fonction des territoires. Comment on fait pour, à moyen et long terme, que ça puisse être maintenu? Et surtout, d'un point de vue extrêmement global, sur tout le territoire, parce que ce n'est pas tout le territoire, ce n'est pas tout le monde qui sont soumis au risque RGA et autres risques. Absolument, vous avez raison. C'est le sujet du moment. Alors, Florence Lutzmann, là aussi, on a parlé ce matin, le sujet de l'assurabilité qui est en train d'être attrapé un peu par tout le monde, alors avec plus ou moins de succès, plus ou moins de capacité à le faire passer dans les médias. On s'agite aussi beaucoup, alors que en France, aujourd'hui, 97% de la population est assurée. Donc, on n'est pas encore à se dire, voilà. Ce n'est pas le cas sur absolument tous les territoires français. Hein. Les territoires ultramarins, en particulier, sont plutôt assurés à 50% qu'à 100%. Donc, on a quand même déjà des petits sujets. Alors, à moyen et long terme, il n'y a pas 50 solutions. La première, c'est de continuer à augmenter les ressources. C'est-à-dire le taux de surprime, on continue à l'augmenter. Alors, de fait, il faudra un peu l'augmenter, l'indexer un peu sur l'inflation, parce que la dernière fois qu'on l'a revu, c'était en 2000, donc c'était il y a 25 ans. Et si on a des clauses de revoyure tous les quarts de siècle, eh bien, ça ne suffira pas. Il faut pouvoir se revoir plus régulièrement. Mais si notre seule stratégie, c'est de dire qu'il faut augmenter les ressources, alors on va dans le mur. On le sait très bien. C'est absolument certain. Et donc le sujet aujourd'hui, eh bien, il y a l'autre façon de faire, c'est de réduire la sinistralité, en tout cas de contenir sa hausse. Et pour ça, il n'y a pas d'autre possibilité que de renforcer la politique publique de prévention qui est aujourd'hui à l'œuvre en France, qui existe, hein, qui est pas, c'est pas comme si rien ne se passait. Il y a 400 millions d'euros d'investissement chaque année en moyenne qui sont consacrés à la prévention. Alors, pour les 3/4, c'est quand même la prévention des inondations. Et là, vous me voyez venir sur le RGA, on a financé 0 depuis 20 ans. Et c'est sans doute ce qui explique que la sinistralité inondation en France, eh bien, plafonne. Et on n'a pas de courbe croissante très forte, hein, parce que la prévention a été efficace, parce qu'elle a été puissante. En revanche, sur le retrait-gonflement des argiles en particulier, on a une courbe qui est très ascendante et qui nous inquiète parce qu'il n'y a pas eu de politique publique du tout sur ces aspects-là depuis plus de 20 ans. Donc il faut travailler la prévention, il faut augmenter ses moyens, il faut aussi être beaucoup plus en capacité d'aller chercher l'individu. Aujourd'hui, on a des dispositifs, et ça tout le monde à peu près l'a dit depuis ce matin, mais la responsabilisation, elle se fait aussi à l'échelle des individus. Et on a des dispositifs publics en France où vous pouvez être financé à 80, voire à 100%, par exemple, pour équiper votre maison avec un bâtard d'eau. Vous savez, ces systèmes d'espèces de boucliers devant les portes qui empêchent l'eau de rentrer dans les maisons. Et pour autant, les gens ne font pas. Donc on a un sujet de... Il y a aussi les gens qui continuent à acheter dans des zones où ils savent très bien que ça va être inondable. Donc il y a des comportements aussi qui sont à changer. Même quand l'État aussi propose de racheter des maisons pour les détruire et les faire sortir. Mais tout ça, c'est effectivement, il y a tous ces sujets de comportement qu'il va falloir qu'on adresse d'une manière ou d'une autre. Il y a un sujet clé quand même, moi je trouve en France, alors je ne sais pas si c'est le cas dans les autres pays, mais si vous adaptez votre maison au risque, vous ne la vendez pas plus cher que si elle n'est pas adaptée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de marché de la maison adaptée, comme il y a un marché aujourd'hui. Si vous isolez mieux votre maison, en France, vous allez mieux la vendre parce qu'elle est mieux isolée, vous faites des économies chaque année.
pour l'adaptation au risque climatique, il n'y a pas ce marché, et donc l'incitation pour les gens de le faire, eh ben, ça reste quand même compliqué. Donc il faut qu'on travaille ces sujets-là. Et il y a le sujet de la cartographie dont vous parliez, c'est-à-dire en France, on ne dispose pas d'une cartographie nationale, comme c'est le cas aux Pays-Bas, où on sait exactement quelles zones sont exposées, quelles zones sont très exposées, peu exposées ou pas exposées. On n'a pas de cartographie consolidée. Ça, c'est un chantier majeur. De manière exhaustive, on l'a pas. De manière exhaustive, absolument. De manière exhaustive, on a des choses, mais c'est parcellaire. Par exemple, les inondations par ruissellement, on ne les connaît pas bien en France, alors que c'est la moitié de la sinistralité qui se passe dans ces zones-là. On doit travailler cette cartographie pour pouvoir derrière bâtir une stratégie, se dire dans quelle zone on reste et à quelles conditions, et dans quelle zone il va falloir quand même penser peut-être à se retirer pour organiser ce retrait progressivement avec les mesures d'accompagnement qui vont bien, et où est-ce qu'on va continuer à assurer coûte que coûte effectivement les activités humaines en France. Alors, je reviendrai tout à l'heure vers vous pour parler justement du rôle de la CCR dans ce contexte-là. Christelle, moi j'ai une question à poser. Alors c'est vrai que je rebondis tout le temps sur les RGA parce que ça fait partie de ces risques qui sont très difficilement, en termes de sinistres, pour prouver, parce qu'il y a un fait générateur, il faut constater l'endroit où on était, puis ensuite avoir une déclaration du sinistre qui soit extrêmement technique en la matière. Et là, ça pose la question de l'innovation justement en termes de produits d'assurance, et notamment passer vers un mode d'assurance qui est basé sur un indice, des indicateurs. Alors, ça peut être l'assurance indicielle ou l'assurance paramétrique, et ça c'est intéressant de savoir comment cela fonctionne à une époque où on a de la data. C'était pas le cas avant. Là aujourd'hui on a de la data, la prédiction se fait quasiment peut se faire en temps réel avec la constatation et faire mouliner l'ensemble des données. Est-ce qu'on pouvait nous dire en gros l'assurance, cette assurance-là, comment elle fonctionne dans un premier temps, et puis après comment elle peut contribuer à mieux couvrir tous ces risques liés au changement climatique? Oui, tout à fait. Alors l'assurance paramétrique, c'est d'abord lié à un objectif qui est celui d'avoir un paramètre externe, donc un paramètre ou un indice. Il doit reposer historiquement sur des données climatiques telles que les crues, les inondations, sécheresses, cyclones, tornades. Ça peut être aussi un indice géologique tel que les tremblements de terre. Et il faut 3 éléments pour pouvoir construire une assurance paramétrique. Donc on l'a dit, un paramètre ou un indice qui va être piloté par un data provider indépendant. Il faut un seuil de déclenchement de cet indice qui va être déterminé par un niveau de couverture souhaité en termes de fréquence et d'intensité. Et enfin, il faut déterminer à l'avance un montant d'indemnisation qui va être forfaitaire et donc qui va permettre de construire l'assurance au global. Donc ensuite, juste une petite information sur la gestion des sinistres en assurance paramétrique. On a un déclenchement du paramètre qui va être fait par rapport à l'atteinte d'un seuil qu'on va fixer à l'avance. Et le tiers indépendant qu'on aura prédéterminé va envoyer un rapport de l'événement. Le client va alors faire sa déclaration de sinistre et le versement va se faire en automatique suite à cette déclaration, bien sûr dans le respect du principe indemnitaire, mais il n'y aura pas besoin d'expertise sinistre et l'indemnisation se fait dans les jours qui suivent. Alors, si je comprends bien, avec l'assurance paramétrique, je ne vous ai pas entendu parler de sinistre. C'est-à-dire que, voilà, imaginons qu'on dépasse un seuil, ça se déclenche à partir du moment où on dépasse un seuil, et imaginons que, je ne sais pas, ça peut être un seuil de pluviométrie ou alors un certain degré sur l'échelle de Richter d'un séisme. Je suis assuré en paramétrique, ma maison ne tombe pas, il lui arrive rien, je suis indemnisé quand même? Alors effectivement, il faut quand même rester dans le principe indemnitaire, mais si on a déterminé à l'avance le paiement, il faut quand même constater des pertes pour pouvoir bénéficier de l'assurance. De manière générale, quand on parle de pertes en assurance paramétrique, ça va bien au-delà des pertes de dommages, ça peut être aussi des pertes financières qui entourent en fait l'événement. Alors justement,
là, on a quand même un mode qui est assez différent de l'assurance traditionnelle. Et comment on fait cohabiter les deux? Comment ça s'articule avec l'assurance traditionnelle? Alors, vis-à-vis de l'assurance traditionnelle, en fait, vous avez deux choses qui vont être vraiment différenciantes. C'est que l'assurance traditionnelle, elle base ses modèles sur des données historiques et donc plutôt des mesures réactives, alors que l'assurance paramétrique base ses informations sur des données qui sont plutôt avancées. On va parler de data science, de machine learning. Et la modélisation, elle se fait vis-à-vis des phénomènes sous-jacents, c'est-à-dire une meilleure compréhension du risque physique en tant que tel. Et cette meilleure compréhension du risque physique, elle permet de mieux appréhender les réalités climatiques qui sont changeantes. Donc la grosse différence, en fait, elle est vraiment dans la compréhension des phénomènes climatiques au jour le jour et pour le futur. Alors, est-ce que vous avez des exemples? J'imagine que c'est un type d'assurance qui peut être extrêmement pratique pour des pays émergents. Est-ce que vous avez différents exemples justement que vous pouvez partager avec nous? Alors, effectivement, pour les pays émergents, on a en fait une recherche de cette couverture parce qu'en fait, on va couvrir les risques, surtout les risques de forte intensité. Donc, on va aller chercher les zones qui ont des difficultés à couvrir leurs risques et à s'assurer. Et en fait, avec nos modèles robustes, on va pouvoir déterminer des couvertures qui soient vraiment adaptées à ces zones précisément. Si je peux prendre par exemple, je vais vous citer un exemple qu'on a mis en place en 2023 avec le gouvernement de Djibouti. Donc on a signé un premier accord pluriannuel et multirisque avec l'ARC, l'African Risk Capacity. Et le but était de renforcer, bien sûr, la gestion des risques catastrophes. Et Descartes a participé à la construction de la couverture selon deux paramètres. Donc le premier, c'était le paramètre sécheresse, puisque Djibouti est un pays qui est plutôt aride et sans source d'eau, notamment en surface, avec une population pastorale, des éleveurs nomades qui se déplacent selon les précipitations et la disponibilité du fourrage. Et donc notre indice s'est aligné sur les saisons de pluie, sur les schémas migratoires de la population et sur le déficit d'humidité du sol. Donc vraiment une compréhension physique du risque. En second lieu, on a mis un autre paramètre, puisque c'est un multirisque. On a parlé de crues et inondations, parce qu'en fait, sur Djibouti, il y a des pluies intenses sur une courte durée et qui provoquent des crues dévastatrices. Donc, on est allé couvrir ce risque qui est essentiellement centré sur la ville de Djibouti, puisque 60% de la population habite dans la ville de Djibouti. Et on a appréhendé une topographie et une situation côtière très exposée sur ce risque. Donc toujours cette analyse physique du risque avec une souscription très spécialisée vis-à-vis de la compréhension du risque. Et nos souscripteurs sont allés sur place pour analyser la situation. Donc il y a une cartographie qui est là de fait aussi, qui est établie. Il y a eu le cas de la Jamaïque aussi également, qui a été extrêmement découpé avec des niveaux de pluviométrie par région. Je reviendrai vers vous, hein, et j'aimerais, Arnaud, vous poser une question, et là juste une question de case finalement. Est-ce que l'assurance et changement climatique, finalement, ça ne fait pas partie des EARD, donc les risques divers, les accidents, les incendies? Surtout pas, parce que depuis ce matin, on entend parler énormément, évidemment, d'assurance IRD. Il faut bien comprendre que la crise climatique touche l'homme, touche l'être humain dans sa santé, dans sa composante travail, et a un impact, en fait, sur sa longévité. On a participé, en fait, au premier stress test et au second stress test de la CPR, donc de l'autorité de régulation française, pour mettre en avant, pour mesurer, pour quantifier en fait l'impact non seulement par exemple d'une vague de chaleur, notamment sur la mortalité des personnes les plus âgées, mais il faut bien comprendre que ça concerne toutes les classes d'âge et toutes les personnes et quasiment tous les pays,
puisque avec par exemple un épisode caniculaire durant l'été sur les grandes agglomérations avec des trafics automobiles importants, et donc ça concerne énormément de pays, évidemment, durant cette période caniculaire va se développer ce qu'on appelle la pollution atmosphérique, notamment tout ce qui est les polluants, ce qu'on appelle les PM 2.5, PM 10, qui sont la pollution aux particules fines. Et ces particules fines, en fait, les personnes vont développer en fait toutes les maladies respiratoires, toutes les problématiques d'asthme, et notamment les jeunes, et non pas que les personnes âgées, mais notamment les jeunes. Or, et là, je pense que je n'apprends pas grand-chose à qui que ce soit ici, or, l'asthme, c'est le premier facteur de comorbidité durant la Covid-19. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le même Covid arrivant dans 10 ans, dans 10 années, si rien n'est fait en termes justement de pollution atmosphérique sur ces grandes agglomérations, l'impact sur la population en termes de décès sera complètement différent. Bien plus impactant en fait que le Covid qu'on a connu. Et en plus, cela risque d'impacter pas seulement les personnes âgées, mais également toutes les personnes qui auront développé en fait, des problématiques respiratoires. Donc c'est un enjeu, et c'est un enjeu maintenant. Et cet enjeu, ça nécessite quoi? Ça nécessite d'être capable de modifier tous les modèles, les hypothèses avec lesquelles on travaille, notamment en actuariat vie, pour tarifer, provisionner en fait, les différents produits en fait, d'assurance vie. Ça veut dire que ça concerne, encore une fois, pas que les pouvoirs publics, ça ne concerne pas que les assurés, mais ça concerne aussi les personnes de notre métier, d'être capable de modifier en fait, les outils, les modèles avec lesquels ils travaillent, les hypothèses qu'ils utilisent. Ces hypothèses-là sont déjà fausses. Et donc il faut être capable, hélas, ou pas, d'imaginer le futur, les possibles futurs, avec ou sans action, en RCP 8.5 ou d'autres scénarios évidemment. Mais il faut prendre en compte cette volatilité-là et il faut prendre en compte la corrélation des risques entre eux. Alors, je reviens aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, passer de 12% à 20% sur les primes. Mais là, je vous pose la question à vous, Arnaud. Est-ce que finalement, on est condamné comme solution à augmenter finalement les primes, que ce soit d'assurance, de réassurance, pour faire face à tout ce qui arrive, quoi? En tant que spécialiste sur la vie, on n'est surtout pas condamné. C'est-à-dire, heureusement qu'on peut agir. Et une des premières actions, justement, il n'y a pas que la surtarification. Oui, il va forcément y en avoir une, mais pour éviter la suivante, c'est au lieu d'éviter encore une retarification, chaque euro qui aurait été mis dans une surtarification de prime pourrait être investi justement dans la prévention, en fait. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que le retour sur prime, il sera bien moindre que si c'est un retour sur la prévention, l'investissement dans la prévention. Et on n'en est pas encore, parce qu'on cherche et on essaye de développer avec nos partenaires réassureurs des schémas de réassurance où on prend en compte dans la tarification, dans la prime de réassurance, les actions de prévention des cédantes, des compagnies. Et ça, c'est très important de dire, il n'y a pas que le bâton, il y a aussi la carotte. Nicolas, je reviens sur la CCR. Alors justement, quel est son rôle? Quel rôle elle peut jouer, on va dire, dans l'avenir, dans le contexte là qu'on vient d'avoir là? Je vous remercie d'ailleurs de l'avoir fait d'une manière extrêmement claire et extrêmement rapide. Quel rôle peut jouer la CCR? En plus du rôle qu'elle joue déjà, bien entendu. Alors, le premier rôle de la CCR, au-delà de la réassurance publique qu'elle offre, c'est de conseiller. De conseiller les pouvoirs publics, de conseiller l'État central, déconcentré, de conseiller les collectivités locales, de conseiller également les assureurs, enfin de conseiller tout le monde sur la base de ce qu'elle a développé depuis maintenant une vingtaine d'années, des modélisations, dont certains sont responsables ici dans cette salle et que je salue, qui permet d'y voir clair. C'est ça dont on a besoin. On parle d'incertitude depuis ce matin, on a besoin de faire des projections. Et si on n'y voit pas clair, on voit bien qu'on ne sait pas répondre. Et donc la première des choses sur lesquelles on travaille, c'est d'essayer d'y voir clair et de le faire savoir. Donc au pouvoir public, que ce soit la Direction générale du Trésor, qui est le ministère des Finances français, ou que ce soit le ministère de l'Écologie, qui propose les politiques publiques de prévention. Et donc concrètement, pour être assez concret, on va évaluer l'efficacité de certains dispositifs. En France, on a un outil qui est formidable, qui est envié par d'autres pays européens. L'administration fiscale.
Non, Non, pas ça. Ok. C'est le plan de prévention des risques. Le plan de prévention des risques, c'est quoi? C'est à l'échelle d'une collectivité de désigner les zones qui sont non constructibles et celles qui le restent et à quelles conditions. Ces plans-là existent depuis maintenant une vingtaine d'années, ça couvre 90% des zones exposées en France, et on a mesuré l'efficacité de ces plans-là. Parce que ces plans-là, ils sont durs à mettre en place. Quand vous arrivez sur un territoire local et que vous allez dire à un maire, eh bien là, monsieur le maire, vous ne pourrez plus construire, ou là, vous aviez un terrain, vous imaginiez pouvoir le revendre à bon prix, ben non, il devient constructible, donc vous ne le revendez pas. Et ça, donc, c'est des plans qui ont été longtemps critiqués. Et on a mesuré l'impact de ces plans pour dire qu'en fait, ils permettent d'économiser en moyenne 100 millions d'euros par an. Sur 1 milliard d'euros de dommages, c'est quand même pas rien. Et donc, on travaille sur l'évaluation de l'efficacité des dispositifs publics ou pas, et on conseille. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est un volet d'incitation. De la même manière que ce que vous faites avec les assureurs, on a mis en place, de manière un peu similaire, même si ce n'est pas le même mécanisme, on a mis en place une commission de réassurance où on rétribue financièrement donc les assureurs qui s'assurent chez nous en fonction des efforts de prévention qu'ils mettent en œuvre auprès de leurs assurés. S'ils ont mis en place un système d'alerte, s'ils proposent des diagnostics de vulnérabilité, s'ils font de l'information, s'ils offrent des possibilités particulières pour avoir accès à des entrepreneurs spéciaux pour adapter les biens, etc., etc. Et donc, on a ce volet incitation. Deuxième volet. Le troisième volet, c'est l'investissement. On est en train de travailler à essayer de stimuler l'offre des entreprises en matière de prévention. On réfléchit à monter un fonds en private equity pour prendre des participations dans des boîtes qui développent des outils de prévention. Et ça nous paraît être quelque chose de très important parce que la filière, à l'inverse des Pays-Bas, où il y a une filière très forte, même qui s'exporte, qui va vendre son savoir-faire à New York ou à Singapour, en France, cette filière n'existe pas, elle est relativement balbutiante et on voudrait la stimuler. Et puis le quatrième levier qu'on utilise à la CCR, c'est la pédagogie, la sensibilisation, le fait d'expliquer les choses, de les rendre, encore une fois, de les rendre claires, mais aussi pour le grand public, parce que de plus en plus l'inquiétude monte et il nous semble que c'est vraiment très important d'apporter des réponses aussi aux assurés, aux citoyens simplement. Savoir qu'ils sont assis sur un système qui est extrêmement protecteur, mais pour le maintenir, ça aura un coût. Il va falloir qu'on s'adapte, il va falloir qu'on fasse des efforts, et ça, il faut que tout le monde l'entende. Alors, ça nécessite nécessairement des partenariats publics-privés qui soient forts, tout ce que j'entends. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire ça tout seul. Justement, Christelle, comment on fait en sorte que tout ça, ça s'articule? Je pose la question à vous trois, de toute façon, sur la manière avec laquelle, il faut qu'on enfonce le clou, c'est sur partenariat public-privé. Alors, en assurance paramétrique, par exemple, on a 3 pools qui sont assez identifiés justement pour les États souverains. Vous avez le CCRIF qui est plutôt pour les Caraïbes et Amérique centrale et notamment centré sur le risque ouragan. Bon, l'ARC, on l'a dit, avec la mutuelle panafricaine de gestion des risques sur les sécheresses et les crues particulièrement, et le PCRIC dans la zone Pacifique. Donc ces 3 pools de réassurance sont assez identifiés pour pouvoir justement être à l'impulsion des partenariats publics-privés, bien évidemment avec l'aide des courtiers spécialisés qui vont eux-mêmes coordonner les acteurs, la conception des montages et la mobilisation des capitaux privés. Et nous, par exemple, chez Descartes, notre aide, elle va être sur le fait d'avoir une expertise en cat modeling, machine learning et des couvertures spécialisées, souscriptions en data science, donc chez Descartes. Sur cet ensemble-là, ce qu'on peut dire aussi, c'est que pour un partenariat public-privé, côté public, il y a une nécessité d'avoir une stratégie d'atténuation et d'adaptation forte pour pouvoir ensuite arbitrer entre les différents financements et les transferts de risques de catastrophes. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, juste ajouter un point en expliquant, oui, il est important d'avoir des modèles, d'éclairer l'avenir ou de donner en fait une vision sur que va devenir les risques tels qu'on les connaît aujourd'hui, encore une fois, la santé, l'arrêt de travail, le décès, dans un paradigme climatique changeant. Et ça remet en cause aussi, et là c'est important de changer nos visions sur quelle est la part d'aléa de la part de systémique ou de tendance.
Parce que la part qui est en tendance, c'est-à-dire qu'on sait que la fréquence va augmenter des événements, on sait que l'amplitude va également augmenter de ces événements-là, là on est en tendance. Ça veut dire qu'il y a eu rupture dans la tendance et la tendance s'accentue. Par contre, ça vient pousser en fait la part d'aléa, la part de risque. Et donc là, on doit redéfinir, encore une fois, dans nos modèles, redéfinir dans nos pratiques, dans nos tarifications, ce qu'on veut assurer, ce que veut assurer en fait les différentes compagnies d'assurance. Et donc c'est très important de se reposer les fondamentaux de quelle est l'activité en fait d'assurance et quelle est la part de risque qui doit être assurée, de la part de risque qui doit revenir sur une solidarité nationale ou sur d'autres systèmes de pool ou de marché. Merci beaucoup, Christelle, Nicolas, Arnaud. On a tout couvert, vous pouvez les applaudir. Merci à vous, je vous laisse rejoindre la salle.